Lorsqu'un homme et une femme s'engagent dans un couple, c'est toujours avec les meilleures intentions du monde, et jusqu'à la fin de la vie. Et pourtant, statistiquement, un couple sur deux divorce en région parisienne, et en province, c'est un couple sur trois. Nous sommes Florence et Denis, mariés depuis 38 ans, chacun avec nos défauts et nos qualités. L'héritage de nos histoires familiales et nos caractères étaient très opposés à l'origine. Faire durer son couple, malgré les tempêtes rencontrées au long des années, est possible, et nous allons essayer de voir comment. Alors, pour s'engager dans la vie conjugale, il y a des prérequis. Le premier, c'est vouloir aimer. Ma volonté intervient, je veux l'aimer, je veux t'aimer. Deuxième prérequis, vouloir communiquer, avoir la volonté d'échanger tout au long de la vie. Le troisième prérequis, c'est l'humilité. L'humilité, je la définirais par rapport à son contraire qui est l'orgueil. Parce que, en fait, l'orgueil n'a pas de place dans un couple. Il faudra savoir demander pardon, avoir l'honnêteté d'être en vérité avec soi et avec l'autre. Quatrième prérequis pour s'engager, c'est la générosité. Là aussi, la générosité, je la définirais donc par son contraire qui est l'égoïsme. Qui peut être égoïste dans le couple? Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quelle est la place des autres dans notre famille? Donner du temps aux autres, à deux, enfin seul ou à deux. Et enfin, il n'y a pas d'amour total s'il n'est pas accompagné de fidélité, d'harmonie réciproque et de patience. Donc, vous comprenez qu'il va falloir se préparer à l'aventure, parce qu'il s'agit vraiment d'une aventure. La vie conjugale, c'est certes un chemin à deux, mais elle inclut ensuite une vie familiale. Et l'enjeu va se situer pour bien vivre cette vie conjugale, cette vie à deux, elle va se situer à trois niveaux. Au niveau de la personne, au niveau du couple et de la famille. Donc, on voit bien que l'épanouissement des conjoints, l'épanouissement de la religion, de la relation conjugale, dans l'amour, mais il y a aussi l'équilibre et l'épanouissement des enfants. Donc, il y a une même logique qui conduit au succès concomitant de ces trois objectifs. C'est donc un équilibre complexe, car il s'agit à la fois d'un équilibre personnel dans une relation à deux. Et donc, un couple équilibré présente une vie conjugale et deux vies individuelles. Il est aussi important d'affirmer son individualité que de construire le domaine conjugal. Donc l'unité conjugale, elle ne vient pas forcément et spontanément avec l'engagement. C'est pas parce qu'on s'engage, que ça y est, l'unité conjugale est faite. Et une fois réussie, eh ben, on peut pas elle peut pas être conservée par inertie, sans l'alimenter, sans lutte. Ce qu'on dit, donc, c'est que l'amour conjugal se construit. C'est une construction. Et je vais prendre par analogie un jardinier qui a un rosier. Donc le bon jardinier va maintenir en parfait état et dans sa splendeur initiale le meilleur de ses rosiers. Il va lui donner de l'engrais, il va le tailler, il va se réjouir de la vivacité des couleurs de ses roses. Si elles se fanent trop tôt ou si elles perdent de leurs pétales, ben, il en cherche la cause avec inquiétude et il travaille pour les conserver vivantes si elles sont malades, car il lui semble qu'avec la mort d'une rose, c'est lui-même qui meurt un peu. Eh bien, par analogie, effectivement, il faut que on entretienne, qu'on taille, qu'on coupe ce qui ne va pas. On se réjouit des succès de l'autre, son caractère, de ce qu'il est. Si on voit qu'il ne va pas bien, ben, on cherche avec inquiétude la cause pourquoi il va pas bien. Voilà. Donc l'aventure conjugale, c'est une véritable aventure. Il y a une espèce de ce qu'on pourrait appeler le rythme respiratoire. C'est fait d'aller et retour pour mieux se retrouver. Un couple est toujours en mouvement. Il se rapproche, il s'éloigne. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans un couple en difficulté? C'est qu'en fait, il est figé. Chacun est bloqué sur une posture. L'union dynamique n'est pas la fusion non plus.
La relation conjugale réalise l'union, mais pas la fusion. Parce que dans la fusion, il y a disparition, dissolution des individualités. Or, l'altérité, la différence et le respect de la personnalité de l'autre sont capitales pour réussir à faire cette aventure conjugale. Hein. Il n'est pas question non plus de porter les difficultés de l'autre. Voilà, on se soutient mutuellement. Mais on assume ses propres lacunes et ce qui va permettre à l'autre de combler ses propres lacunes. Hein. C'est ça le rythme respiratoire. Voilà, et l'union dynamique. Donc maintenant, nous allons passer à l'amour dans toutes ses dimensions. Donc, on aime l'autre. Donc, en fait, une histoire d'amour, elle va passer par des étapes jusqu'au jour où on va se donner l'un à l'autre. Très bien. Et des époux va intégrer toutes les dimensions de l'amour. Il comporte une part d'amitié, une part de désir, il y a un réel sentiment amoureux et la volonté de se donner pour toujours. Mais il y a aussi toutes les dimensions de la personne. On aime avec toute sa personne, toute la personne de l'autre. Donc on aime avec notre corps. Hein, l'amour durable va se nourrir de tendresse, de regards, de câlins, de sourires, de désirs et de plaisirs partagés. Et l'échange des consentements qui scellent le mariage, qu'est-ce qui accomplit pleinement? C'est l'union sexuelle. Donc on aime avec son corps. Après, on aime avec notre affectivité. Donc on passe du coup de cœur et de l'émotion des débuts à un amour vrai. Les sentiments se sont approfondis, on aime l'autre vraiment de tout son cœur. Bon, parfois avec un brin d'aveuglement. Hein. Les paillettes dans les yeux embellissent un peu la réalité. L'amour va se purifier, hein, pour aimer l'autre comme il est, sans chercher à le changer. Hein. Romano Guardini a une très belle phrase que j'aime beaucoup, c'est l'amour ne commence pas avec le désir, mais avec le respect. On aime l'autre comme il est et on le respecte. Hein. Donc, on renonce à faire de l'être aimé une chose que l'on modèle à son gré ou que l'on possède. C'est pas ça. On lui reconnaît une existence propre et, j'insiste, sans fusion ni confusion. On reste différents l'un de l'autre. Ensuite, avec notre intelligence. Donc, Pascal a dit une phrase, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Bon, paraît-il, parce que moi, sur le sujet-là, en l'occurrence, si la raison n'intervient pas, ben, c'est la passion qui va rester désordonnée et elle va pas déboucher sur un amour qui va pouvoir durer et véritable. Hein, donc, les paillettes dans les yeux font très bon ménage avec les neurones en action. Un vrai mariage d'amour doit aussi être un mariage de raison. Ça veut dire quoi? C'est que notre intelligence va nous permettre de chercher le meilleur bien. Elle va réfléchir à ce qui nous unit, à ce qui fonde notre union ou qui pourrait la mettre en danger. Elle va discerner, elle juge de la vérité du lien et de sa solidité. Et elle va trouver les moyens de le renforcer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre intelligence va nous aider à nous attacher plus à ce qui nous unit que à ce qui nous sépare. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, on aime avec notre volonté. Bon, c'est à elle qu'appartient de décider, de mettre en œuvre le bien que l'intelligence aura perçu. Donc c'est la volonté, c'est notre volonté qui choisit d'aimer, de s'engager, d'accueillir l'autre tel qu'il est et aimer envers et contre tout, dans un don réciproque renouvelé, en pleine connaissance grâce à notre intelligence, les neurones qui auront bien marché. Et donc, ce sera un choix quotidien de la volonté. Chaque jour, je choisis d'aimer l'autre. Donc, aimer, c'est se donner, mais c'est aussi recevoir le don de l'autre. Et parfois, c'est difficile quand on est en conflit d'accepter le don de l'autre, hein, de son pardon, voilà. Il va falloir l'accueillir avec gratitude en recueillir les fruits pour s'en nourrir et grandir. Donc, le couple va évoluer dans le temps. Donc, on va voir 5 points, les 3 facettes de l'amour humain, les signes d'un couple qui se fragilise, les ennemis de l'amour durable,
les épreuves et l'éducation des enfants, et enfin les blocages les plus graves. Donc, premier, premier point, les trois facettes de l'amour humain. Quand on parle de trois facettes, euh, en fait, ces facettes peuvent se superposer, se compléter ou disparaître puis réapparaître plus tard pour les trois. La première facette, c'est l'amour-désir. C'est l'amour des émotions très fortes, mais fragiles. En fait, elle est suscitée par une hormone qui s'appelle la phényléthylamine. C'est une hormone qui est produite par le cerveau. C'est l'hormone du coup de foudre. Elle est libérée en très grande quantité au début de la relation. On dit que l'amour rend aveugle, on en oublie la faim, la soif, la fatigue. C'est un cocktail d'hormones qui dure en général entre 6 mois et 3 ans et qui souvent peut conduire au premier enfant. La bonne nouvelle, c'est que cet amour du début, cet amour-désir, peut dans tous les cas être ravivé si on en a la volonté. Deuxième facette de l'amour humain, c'est l'attachement. L'attachement, c'est l'inverse de l'amour-désir. L'attachement est faible au début et il grandit pour devenir de plus en plus puissant. Et l'hormone qui est mise en jeu, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est sécrétée par le cerveau, principalement, euh, pour deux événements dans la vie des personnes. Tout d'abord, c'est à la moment de la naissance d'un enfant et de l'allaitement. L'ocytocine est produite pour faire grandir l'attachement entre la maman et son bébé, entre le bébé et sa maman. Ensuite, deuxième occasion, pendant l'union sexuelle. Elle est produite chez les deux partenaires pour produire l'attachement des époux. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle de cette conférence parce que ça veut dire que c'est grâce à cet attachement que les couples qui traversent une crise qui peut être très grave peuvent résister et s'en sortir. Troisième facette de l'amour romantique, le plaisir du cœur. Pardon, troisième facette de l'amour humain, c'est l'amour romantique. Ce sont les petits plaisirs du cœur, les petites attentions, des compliments, des pensées amoureuses, des cadeaux, des surprises. Alors, il est plus facile à alimenter que les deux précédents parce que on peut décider d'aimer l'autre davantage et essayer de voir, de s'efforcer de voir ce qui est beau chez l'autre ou désirer simplement l'aimer pour ce qu'il est, pour son caractère, pour son physique, pour sa manière de penser. Et en fait, plus on pense de manière positive à l'autre, plus on alimente son amour. Alors, les signes, deuxième l'évolution du couple dans le temps, deuxième problème. Donc, les signes d'un couple qui se fragilise. Donc, au début, c'est peut-être un refroidissement subtil qui peut provenir de la part de l'époux ou du conjoint. Au départ, c'est un manque d'envie du conjoint de rentrer à la maison, qui montre une perte d'intérêt d'être avec sa femme, d'être avec ses enfants. On se lasse de jouer avec eux, de les promener, de leur apprendre les mystères de la vie. On perd de l'intérêt devant leur étonnement devant les choses les plus insignifiantes. On est fatigué des goûts simples de la maison. Et il est plus facile euh, de regarder une série policière tout seul. Et quelquefois, la profession prend le dessus. Donc, soit le patron a bizarrement besoin de nous de manière très, très importante, ou alors si on est patron nous-mêmes, on a un projet qui ne peut pas attendre. Bon, mais aussi, parfois je trouve que bon, les hommes ont parfois une façon de sermonner, de gronder, plutôt que de dire le mot positif, hein, pour encourager. Et autour de moi, je vois beaucoup de femmes qui se plaignent du manque d'investissement, de négligence de la maison, de tout ce qui touche à la maison, le quotidien et les enfants. Et donc, messieurs, franchement, je pense que l'intérêt que vous portez à votre épouse doit être plus grand que celui que vous portez à votre profession et à vos amis. Mais la femme aussi doit effectivement son intérêt qu'elle porte à son époux doit être plus grand que celui qu'elle porte à ses enfants, à ses amis et à sa profession.
hein, et parfois, c'est un peu la faute de la femme s'il ne veut pas rentrer à la maison parce qu'elle attire plus son mari ou elle le reçoit avec indifférence. C'est-à-dire, il rentre et elle se déplace même pas pour lui dire bon. Ce qu'il faut qu'on se dise l'un l'autre et qu'on se dise souvent, c'est que notre couple est notre bien le plus précieux. Et il faut absolument qu'on ait ce désir de vouloir participer à toute la vie de l'autre. Alors, les conséquences. Donc, les conséquences, quand le couple commence à se fragiliser, eh bien, on est ensemble, mais on est seul. Et on se sent de plus en plus, de moins en moins aimé de l'autre. Quand le couple est en difficulté, il y a un thermomètre. C'est la sexualité. La sexualité est en difficulté aussi. Alors, peut commencer à faire chambre à part, sous différents prétextes. Soit il y a trop de bruit, soit il y a de la lumière, bon, Ronflement. des ronflements. On ne se touche plus, on ne se caresse plus. Or, toute notre vie, nous aurons besoin de nous prendre dans les bras l'un de l'autre. Quand le couple prend un peu de distance physique, en fait, il offre un boulevard au démon pour le séparer. Donc maintenant, on va voir les ennemis de l'amour durable, de cet amour qui doit durer. Donc en même temps que je vais vous énumérer les trois ennemis enfin on a simplifié, trois ennemis, je vais vous donner en même temps le remède. Donc parfois c'est des attentes. Donc on a des attentes sur l'autre. On attend de l'autre qu'il change. Donc, on vous l'a déjà dit, on prend l'autre comme il est. Faut pas, si on attend ça, ça marche pas. Il peut y avoir des attentes différentes dans le couple, c'est-à-dire que on peut vouloir et attendre autre chose. Le seul remède, c'est d'en parler ensemble et de hiérarchiser les attentes. Ensuite, deuxième ennemi, c'est avoir un petit cœur. Donc, c'est bouder. Il y a une phrase que j'ai dit souvent, les gens qui me connaissent euh, la, la savent un peu par cœur. C'est vrai pour la vie familiale et c'est vrai encore plus pour le couple. On ne peut pas avoir un compteur à la place du cœur. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et là, je voudrais vous poser une question, là où on en est arrivé, c'est qu'avez-vous à pardonner à l'autre? Enfin, euh, troisième Et ennemi, ce sont les ingratitudes. Ne plus nommer ce qui est beau. Et le remède, eh ben, c'est de regarder l'autre avec un œil nouveau, ou voir ou redécouvrir les qualités de l'autre. On les voit plus. Et s'en réjouir, hein. Et puis nommer aussi les belles choses de notre couple. Très important. Donc maintenant, nous allons voir les épreuves et l'éducation des enfants. Donc, dans les épreuves, il y a d'abord la perte d'un enfant. Donc, la perte d'un enfant, souvent chez la maman, c'est extrêmement douloureux. Euh, une très belle phrase d'une grand-mère qui a perdu son petite fille et leur couple allait très très mal. Et elle a dit cette très belle phrase, j'ai réalisé que je me suis mise au tombeau avec Thaïs. Et comment je vais sortir de ce tombeau? Ensuite, il peut y avoir la maladie ou le handicap du conjoint ou d'un enfant qui peut s'inviter dans notre vie. Et là, quand on peut rien faire, c'est extrêmement violent. c'est là où le conjoint a un rôle très particulier et très difficile à jouer, en fait, parce qu'il faut à la fois comprendre et compatir à la douleur de sa partenaire, mais en même temps être très ajusté pour l'aider à s'en sortir et à refaire surface. Donc c'est très important, vous voyez, quand on parlait de prérequis, la communication, il faut vraiment vouloir communiquer, en parler. On ne vit pas la douleur au même rythme, à la même intensité, de la même façon. Donc il faut d'abord en parler en couple. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un psychologue si c'est pas possible, ou une personne de confiance avec qui on va pouvoir ouvrir notre cœur et qui va pouvoir, par sa sagesse, nous aider. Et puis ensuite, il y a les désaccords sur l'éducation des enfants. Donc on en parlera tout à l'heure plus à fond quand on va parler des désaccords, des problèmes. Nous y sommes. Et nous y sommes.
Donc là, c'est Alors, donc, les blocages les plus graves qui peuvent survenir dans un couple. Je vous demande de noter cette phrase. Pour une femme, un mari qui se tait, c'est aussi frustrant que pour un homme, une femme qui ne se donne pas. Dans ces cas-là, le mari est malheureux et éprouve que sa femme ne veut plus de lui. L'épouse, de son côté, se construit une sorte de cocon dans laquelle son mari n'a plus sa place. Le thermomètre, c'est la sexualité. Si la sexualité est en berne, c'est qu'il y a un problème non dit et il faut le traiter ensemble. Il faut absolument le trouver. donc parfois peut rester cachée une blessure non guérie. Euh, et cette blessure cachée dans le cœur de l'homme ou de la femme peut être une blessure douloureuse, saignante, et il va falloir beaucoup de patience. Parfois, ça dure, on a l'exemple hein, eh ben, parfois ça peut durer des années. Il va falloir que l'autre soit extrêmement patient. Hein. Et donc, les couples qui ne se parlent plus n'essaient plus de chercher à comprendre l'autre. Et ça peut être aussi une blessure antérieure au mariage. Donc, à force de s'éloigner ou d'appauvrir le conjoint, on le met en danger, d'aller trouver une réponse en dehors du couple. C'est une tragédie qui s'annonce, les addictions, l'infidélité, et j'en passe. Donc maintenant, on va voir comment restaurer et reconstruire son couple. D'abord, premier point, c'est quand on en est là, il faut reconquérir l'autre jour après jour. Réveiller l'amour est l'un des plus grands défis des époux. Chaque conjoint devrait se sentir poussé à faire en sorte que l'autre soit sans cesse épris à nouveau, à recommencer continuellement sa conquête. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est bon, on est unis, on en reste là. C'est pas possible. Le couple, vous avez compris, c'est quelque chose de dynamique, donc on doit avancer. Hein. Et sans être stimulé, l'amour va finir par s'étioler et mourir. Hein. Donc, le processus de reconquête doit avoir une place prépondérante dans notre communication et ne devrait jamais s'interrompre. Hein. Quand c'est difficile, au lieu de se détourner de l'autre, c'est là qu'il faut retourner vers l'autre. Ensuite, savoir s'excuser et toujours pardonner. Très important. Enfin, il va falloir chasser la rancune, la vengeance, la revanche, les souvenirs des choses, des événements désagréables. On a vu la planche précédente. Voilà. Donc ça, il va falloir vraiment chasser tout ça. La tendresse et le dialogue, c'est tous les jours. Un bisou dans le cou, un mot gentil. L'amour durable se nourrit de tendresse, des gestes, des regards, des câlins, des plaisirs partagés. Le mari accorde de l'importance aux petites choses que son épouse essaie de faire. Il faut voir les attentions de l'autre, voir quand le petit plat a été préparé avec soin, voir les intentions qu'on ne discerne pas au premier abord. Donc, il faut faire très attention à ces intentions un petit peu cachées. Enfin, se comprendre mutuellement. Donc là, comment peut-on se comprendre mutuellement? Ben, d'abord, il faut bien connaître le tempérament et son tempérament et celui de son conjoint. Donc là, il y a des tas de tests qui existent et n'hésitez pas à faire. Hein. Parce que moi, j'ai une de mes amies qui me disait récemment que elle avait fait un test de personnalité et elle a réalisé que bah, elle était sanguine et son mari flegmatique et elle a mis des tas de choses en place dans sa tête et s'est dit mais c'est normal qu'il réagisse comme ça. Donc surtout, il faut bien d'abord connaître son tempérament et celui de son conjoint. Parce que du coup, ça va être un état d'esprit. Hein, si on le connaît, on l'aimera mieux et on le comprendra mieux. Donc, le lien se fera. Vous voyez, donc on est dans un cercle vertueux. Donc, il va falloir, voilà, pour connaître, aimer, il va falloir aussi que l'autre se livre, hein, alors, se révèle, hein, dise ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Hein. Et les couples en difficulté disent qu'ils ne se comprennent plus. Et or, l'incompréhension d'un être cher suscite la colère. Ça met hors de soi quand on se dit, mais pourquoi il ne comprend pas?
hein, et la réciproque est vraie. La colère empêche la compréhension. Donc il faut sortir. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a deux cercles. Vertueux, connaissance, compréhension et on fait du lien, ou incompréhension, colère et colère, incompréhension. Donc, une des solutions, c'est déjà accepter son conjoint tel qu'il est et puis vivre le cœur à cœur, comprendre ce que l'autre vit. Il faut vraiment, si on n'a pas d'empathie naturelle, par exemple, moi c'était mon cas quand on s'est marié, j'avais vraiment pas d'empathie, je suis pas, voilà, c'est pas mon truc. Et ben j'ai appris parce que sinon c'était la mort de notre couple hein, déjà. Voilà, donc le cœur à cœur, très important. Comprendre. Donc ensuite, eh bien, les conflits et l'accordage, on va voir les conflits et l'accordage. Donc il y a les désaccords. Donc les désaccords, en fait, souvent, ben, vous voyez, dans ces couples qui divorcent un sur deux, un sur trois, c'est qu'il y a eu des désaccords, ils se sont dit, on est en désaccord, on ne se comprend plus, on s'en va. Bon, ils vont recommencer dans un an avec un autre, hein, ou une autre. En fait, les accords, au lieu de les voir comme des obstacles, il faut les voir comme une richesse, qui sont un moyen de structurer le domaine conjugal. Mais en revanche, ce sont des poisons s'ils ne sont pas résolus. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. On s'assoit et on en parle. Alors, peut-être pas sur le coup, mais il faut qu'on en parle. Donc, il va y avoir la naissance de conflits. Donc, il va falloir oser aller au conflit. Parce qu'on n'est pas d'accord, c'est normal, on est différent, cette altérité est nécessaire. Hein. Donc, oser le conflit, ben, parfois, ça peut être chaque jour. Ou, vous savez, des fiançailles qui sont douloureuses, c'est normal en fait. Parce que là, on est en train de, on a beaucoup, on découvre le désaccord. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si on n'en parle pas, on va arriver à la dispute impromptue. Et bon, s'il y a dispute, il peut y avoir réconciliation. Et surtout, elle doit être suivie de réconciliation. Et si par hasard, il y a dispute devant les enfants, il faut toujours signifier aux enfants que nous sommes réconciliés. Il faut vous dire, pour vivre les désaccords, c'est pas un hasard. Si je suis encore avec lui, 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans, c'est pas un hasard. C'est qu'on est fait pour être ensemble et on a tous les moyens, toutes les ressources en nous pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de l'accordage. Vous savez, un orchestre, quand il commence à jouer, eh ben, vous entendez les violons, enfin, tout le monde se met en harmonie. Bien, c'est un peu ça qu'il faut faire dans le couple. Eh ben, ça va se faire en 3 points. D'abord, il faut se mettre dans une ambiance émotionnelle. Donc, c'est vrai que parfois, il faut, quand il y a un désaccord, prendre le temps de la réflexion, se dire, bon, ce soir, on va se retrouver, chérie, parce que là, ça va pas du tout, il faut qu'on parte. Très bien. On se met dans l'ambiance. Ensuite, on parle, on écoute l'autre et on prend une décision à deux. D'accord? Et une vie d'harmonie n'est pas faite de vie de concession et d'abnégation successive. C'est pas ça. Hein. On se met d'accord, il n'y en a pas un qui gagne sur l'autre. C'est pas ça du tout. Hein. Et d'un mal peut sortir un bien. Pourquoi? Parce que c'est le couple ensemble qui va faire émerger la bonne idée. C'est l'accordage. Donc, toujours pareil, j'insiste, nous ne sommes pas ensemble par hasard. Nous ne sommes pas mariés par hasard. Alors, donc, 5 clés pour faire durer son couple. Première clé, laisser de la place à l'imprévu. Les petites surprises, un bouquet de fleurs de temps en temps. Deuxième clé, avoir toujours un ou des projets en commun pour la famille, ou vers l'extérieur, ouvert vers l'extérieur. Toujours cultiver, quel que soit notre âge, cultiver des projets, euh, avoir des projets d'avenir. Troisième clé, la confiance, tenir ses promesses. L'infidélité, par exemple, en soi n'est pas un obstacle à la confiance si on se dit vraiment tout et si on se le dit en vérité et si on se demande pardon. Donc, le plus difficile des obstacles à un couple peut aussi être pardonné et restaurer la confiance initiale. On peut y arriver. Ensuite, clé suivante, savoir reconnaître ses erreurs, s'excuser, demander pardon et garder toujours une capacité à chercher et trouver des solutions. Et enfin, essayer que les époux puissent toujours s'admirer. Donc derrière l'admiration des époux, il y a deux volets.
Il y a valoriser ce que l'autre nous apporte. On voit ce qui a été fait de beau, ce que notre conjoint sait faire de beau, nous offre dans la vie. Et puis, je vous pose une question à chacun qui écoutait ici. En quoi l'autre peut m'admirer? Que fais-je dans la vie au quotidien comme activité que l'autre peut admirer chez moi? Donc, maintenant, on va voir euh, oser le bouleversement conjugal. Alors là, vraiment, c'est Alors, quelquefois, dans la vie d'un couple, chez l'un des deux conjoints, il peut y avoir du très très lourd. Du très lourd qu'on n'ose pas avouer à son conjoint. Euh, et en fait, euh, quand on n'ose pas avouer son conjoint, le conjoint, quelquefois, pressent quelque chose. Et donc là, on est dans une situation de blocage où l'un n'ose pas parler et l'autre ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un blocage profond. Donc, il faut oser tout dire à sa femme, il faut oser révéler son secret à son mari. Il y a un moment, il faut savoir parler en vérité, même si c'est très très dur à dire, et demander pardon du plus profond de son cœur pour que il ou elle puisse faire miséricorde. Je parle bien de miséricorde. Savoir se mettre à nu dans des moments très graves, les plus graves, pour être en vérité devant l'autre et ainsi se libérer de la désespérance et pouvoir se pardonner et repartir donc sur un nouveau contexte d'amour dans son couple. donc maintenant, nous allons voir les quatre, en conclusion, les quatre habitudes des couples qui durent. D'abord, le premier point, c'est le temps. En fait, le temps est notre allié dans le couple. D'abord parce qu'on a besoin de temps pour changer, on a besoin de temps, nous a besoin de prendre du temps pour vivre les événements, les épreuves, on ne vit pas au même rythme. Donc, il faut accepter le temps. Le temps qui passe va être une aide formidable. Donc, prendre du temps, ce n'est pas perdre du temps dans le couple, hein, pas du tout. Et le temps va faire fructifier notre amour. Donc, il va falloir vivre l'instant présent pleinement, et c'est parfois un combat. Donc, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faudrait mettre en place, qui est l'idéal, mais qui n'est pas toujours faisable, c'est une soirée par semaine pour se reconnecter. Voilà, une soirée où on est à deux, tous les deux. Un week-end par mois. Alors, quand je dis un week-end par mois, ça ne veut pas dire que on est que tous les deux et on fait que ça. Non, c'est un week-end où, dans nos activités, notre cœur, dans ce que nous sommes, eh ben, on fait attention, on soigne l'autre pour que, voilà, on soigne l'autre, on se soigne mutuellement, hein. Et enfin, une semaine par an où on va se poser les quatre questions. Et ça, la semaine par an, elle est quasiment indispensable, hein, sinon on se perd de vue. Quel est le lieu de ma faiblesse? Et messieurs, sachez une chose, c'est que quand un mari livre sa faiblesse, c'est le moment où la femme est tellement attendrie que c'est vraiment le lieu aussi de la miséricorde infinie. C'est tellement beau de voir un mari qui ose dire, ben voilà, je suis comme ça. Donc n'hésitez pas. Ensuite, autre question qu'il faut se poser en couple pendant cette semaine, c'est quelle est la dernière fois où j'ai dit à l'autre, là, tu m'as donné de la joie. La troisième question à se poser, en quoi tu m'as changé positivement? Et enfin, quel sacrifice dois-je faire pour l'autre dans l'année qui vient? Donc ça, c'est les quatre questions annuelles. Enfin, autre chose, c'est la gratitude. Donc, dire merci, et ça, c'est chaque jour. Et chaque jour, on peut trouver un merci à donner. Ensuite, c'est le pardon. Alors, le pardon, c'est au moins une fois par mois. Et une fois par mois, eh ben, on peut même poser à l'autre si on l'a blessé. Donc, en quoi on l'a blessé? Parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas lui demander pardon. Et puis, enfin, il faut laisser au conjoint le bénéfice du doute. L'autre peut changer. Et souvent, on dit, oh non, je vais pas lui dire ça parce que de toute façon, ça changera rien. Non, non. Imaginez que l'autre ne changera pas. Autant on se dit, je vais pas essayer de le changer.
Mais il faut avoir aussi cette liberté intérieure de dire, il peut changer. Voilà, nous avons fini. Pour aller plus loin, nous vous proposons deux lectures. Donc, Construire son mariage de Xavier Abad, L'amour durable de Marc Danselme, et enfin une vidéo, Une seule chair, un et 2, qui sont merveilleuses à regarder. Merci beaucoup. Nous espérons que vous allez Merci pouvoir, Florence. merci chérie, et aller plus loin. N'hésitez pas à vous connecter sur GPS pour la famille si vous avez besoin de poser des questions.